Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce petit parcours sur la transmission du patrimoine d'entreprise. José Soto, merci beaucoup d'avoir accepté d'animer ces trois parcours. Le 8, le 15, le 22, nous aurons le plaisir de vous retrouver à travers une trilogie, la trilogie d'une famille, Marius, Yannis, César. Vous allez nous donner des cas pratico-pratiques pour nous expliquer tout ça. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Tout de suite, la parole à José. Merci Colette, et puis merci à vous tous d'être connectés aujourd'hui pour ces trois émissions qui vont être consacrées à des cas pratiques, c'est ce que vient de vous dire Colette, et en fait l'idée derrière ça c'était de vous donner tout un tas d'explications sur ce qu'on peut faire aujourd'hui au travers justement de ces cas sur la transmission de l'entreprise, puisque c'est un véritable sujet qui vous préoccupe vous, vos clients et nous, puisque dans nos métiers respectifs nous avons à y travailler et apporter des solutions. Voilà. Nous allons commencer... Avant de démarrer, oui, pardon José, je vais juste rappeler une chose. Le support, bien entendu, vous sera transmis et je serai votre modérateur. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser et je les transmettrai immédiatement à José. Je vous engage à le faire d'ailleurs parce qu'il ne faut pas que ce soit un monologue. Hein. L'idée c'est qu'on ait un échange et que tu puisses transmettre les questions de tes confrères que je salue et avec lesquels nous allons justement passer ces trois interventions, Marius, Fanny et César, puisque c'est comme ça qu'on les a baptisés, pour évidemment ne pas mettre le nom des clients concernés, puisque ce que vous allez voir sont des cas réels que nous avons travaillé avec des partenaires experts comptables, donc ça nous permet d'être dans la vraie vie, quoi, hein. On n'est pas sur quelque chose d'abstrait. Après, bien évidemment, tout au long de l'intervention, je vous donnerai quelques explications complémentaires pour éclairer votre lanterne si nécessaire dans ce domaine. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, je pars du principe que vous ne savez pas grand-chose. Comme ça, au moins, on part sur des basiques. Alors quelquefois certains pourront dire qu'ils savent déjà, mais c'est pas grave. Là, le problème c'est qu'on ne connaît pas le niveau des gens qui nous suivent aujourd'hui sur ce sujet qu'est la gestion de patrimoine, qui est quelquefois plus ou moins complexe selon les sujets. Ce ne sont pas forcément les sujets du quotidien des experts comptables. Je ferai des rappels, si vous permettez, tout au long de cette intervention. Alors, sur le plan de l'étude, vous allez voir qu'on commence toujours par les objectifs des clients. Là, vous allez voir que les choses sont relativement simples, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est qu'on fasse de la transmission d'entreprise, et donc le sujet principal c'est celui-là dans ce dossier-là, c'est de transmettre l'entreprise et de la céder, et de l'organisation qui va avec. La situation actuelle c'est celle de laquelle on part, c'est-à-dire les clients nous donnent toute leur situation le plus précisément possible. Pour être pertinent dans notre domaine, il faut avoir tous les éléments clairs. On fait bien sûr un audit plus ou moins complet, là aussi selon la situation des clients, l'audit qui conduit à regarder sur le plan patrimonial, juridique de la famille. Vous allez voir tout à l'heure qu'on va aller sur le régime matrimonial, sur la fiscalité du client, sur son budget, puisqu'évidemment c'est là-dessus aussi que l'on va devoir travailler sur nos sujets, et évidemment les droits de succession qui d'ailleurs très souvent sont des sujets qui sont peu explorés, et je peux vous dire qu'encore récemment des clients sont un peu tombés de l'armoire quand ils ont vu le montant des droits de succession qu'il y avait à payer pour leurs enfants, et la grande surprise c'était d'apprendre que c'était les enfants qui devaient payer, puisque les parents pensaient que c'était eux qui allaient le faire. Indirectement oui, mais en fait ce sont les enfants qui sont généralement du propriétaire au premier décès. C'est ce qu'on va voir dans ce dossier. Et enfin, la proposition des stratégies patrimoniales qui va aussi nous permettre de donner des solutions. Ces solutions, alors bien sûr dans nos métiers on a l'habitude de dire qu'il n'y en a pas qu'une seule qui est bonne, hein. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs versions possibles. En tout cas celle-ci, vous le verrez, a pour ambition de gérer le plus de choses possibles après la cession, et en tout cas bien la préparer avant, puisqu'on a un avant et un après, et c'est ce qui va être déterminant dans ce type de dossier. Alors, quels sont les objectifs de ce monsieur? C'est très simple, c'est qu'il souhaite anticiper la transmission et la cession de son outil professionnel. Préoccupation évidemment de beaucoup de chefs d'entreprise, surtout arrivé après la cinquantaine, tout le monde plus ou moins se pose la question et veut la préparer le mieux possible. Donc,
Sa situation, la voici, et là on est dans un cas extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cas de famille recomposée. Vous êtes tous confrontés à ce genre de situation, et vous imaginez bien que nous aussi, évidemment, par la force des choses. Lorsque on a une famille recomposée comme celle-ci, où le PDG de cette entreprise a 58 ans, son épouse 48, ben lui a 2 enfants d'un premier lit, Guillaume et Julien Marius, Paul qui est un enfant commun, et Inès, qui est un enfant de madame. Bon. Donc là, on a une situation, on va dire, qui est évidemment, vous l'imaginez bien sur le plan successoral, très complexe. Et évidemment, dans nos propos et dans nos solutions, il y aura le fait de devoir aussi gérer cette situation pour que ces clients-là se retrouvent dans ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire un certain équilibre familial. En tout cas, c'était le souhait émis par Hervé, qui voulait que ses enfants soient égaux et soient considérés de la même manière, y compris Inès, et vous allez voir évidemment dans le sujet que l'on va régler aussi cette situation. Régime séparatiste. Tout le monde connaît, c'est un lieu commun, mais se rappeler que chacun a son patrimoine propre, évidemment dans ce régime séparatiste, on est séparé, y compris au niveau des dettes, et que le patrimoine, et là on va le voir, peut être extrêmement déséquilibré lorsque le chef d'entreprise, il s'agit de monsieur pour cet exemple-là, s'est enrichi, et donc ça fait évidemment un déséquilibre important, on va le voir aussi, pour madame qui, elle, jusqu'à présent, n'avait pas constitué un gros patrimoine, on va le voir dans ce qui suit. On a aussi un sujet important qui est, est-ce qu'il y a eu des dispositions entre époux? La réponse est non. Il n'y a pas eu de donation entre époux. Alors, ce qui dans ce cas-là aurait pu être extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est remarié, comme dans cet exemple, on se retrouve dans une situation où on n'a pas le choix de prendre autre chose que le quart du patrimoine en pleine propriété du conjoint survivant. On ne peut pas prendre l'usufruit de la totalité pour une bonne et simple raison qu'il n'y a pas de disposition type donation au dernier vivant. Je le précise parce que ce qui n'est pas forcément le cas dans les exemples où les gens ont une seule famille sans recomposition, où là ce n'est pas nécessaire depuis la loi de 2007. Ça ne change pas grand-chose qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas. En revanche, là, dans ce cas-là, la donation au dernier vivant aurait été un atout pour cette famille dont je pense que c'était indispensable. Il n'y avait pas eu non plus, au moment où on a pris le dossier, de donation effectuée à leurs enfants, puisque là, il s'agissait de ça, de leur vivant. Donc voilà pour poser le cas de cette famille, la famille Marius, pour qu'on comprenne bien dans quel environnement nous sommes, sur le plan familial, et l'état d'esprit qui pour nous est extrêmement important dans ce type de dossier, c'est que Hervé est un altruiste. Donc c'est quelqu'un qui veut s'occuper de sa famille, qui ne veut pas s'enrichir tout seul et profiter tout seul. Donc pour lui, c'était important je le répète, faire en sorte que tout le monde ait sa part. Voilà. Donc je rappelle que si vous avez des questions, il faut les envoyer à Colette, qui elle-même me les retransmettra. N'hésitez pas au fil du développement de ces différents slides. Voici maintenant l'outil professionnel. Alors donc Hervé détient 38,6% de l'entreprise A, avec 2 gros partenaires qui en fait dans son métier à lui sont des gens qui à la fois sont actionnaires et à la fois partenaires pour son métier, et celui-ci détient donc en valeur 4,2 millions d'euros sur cette entreprise qui est estimée à 11 millions d'euros. Donc évidemment on est dans un cas classique de holding qui détient la société B, la société B étant bien sûr propriété de la holding. Et là, pour le coup, Hervé va devoir, pour partir à la retraite, céder ses titres de la holding. Et donc là, on est dans une fiscalité, évidemment, qui est celle des cessions de valeurs mobilières classiques pour Hervé, avec des parts à la retraite, etc. Mais en tout cas, il ne pourra pas, entre guillemets, profiter de la cession de la société B vers la A pour pouvoir ensuite gérer son patrimoine, ce qui sera d'ailleurs pris dans d'autres exemples lorsqu'on réinterviendra les 15 et 22 février prochains. Voici à présent le patrimoine de la famille, donc résidence principale, monsieur, madame, 50%, à hauteur de 325 000 chacun.
Il y a un livret A que monsieur détient, les participations d'entreprise qui évidemment représentent le gros morceau de son patrimoine, 4 246 000. Il y a des emprunts notamment et principalement sur la résidence principale et un petit emprunt pour une voiture, je crois, de 11 500 € chacun. Donc on a, comme on peut le constater déjà sur ces images, un patrimoine qui est extrêmement déséquilibré, monsieur 4,6 millions, madame 325 000. On va le traduire ici par une répartition des actifs. Ce schéma qui fait bien sûr sauter aux yeux la prépondérance de la participation dans cette entreprise qui représente pratiquement 90% du patrimoine, 10% étant la maison, la résidence principale, point final. Donc on est dans un cas qui est relativement classique où les chefs d'entreprise ont misé tout sur l'entreprise. On peut distribuer, d'ailleurs on le voit aussi, c'était le cas chez cette personne-là qui avait un train de vie sympathique mais qui ne voulait pas forcément sortir de l'argent pour plein de raisons, mais une des raisons aussi qui font que les gens ne retirent pas leur argent, c'est qu'il y a la fiscalité. Bon, qui certes pour vous et nous aujourd'hui est assez light, puisqu'avec le PFU, nous avons quand même aujourd'hui une fiscalité qui est extrêmement réduite. Et d'ailleurs, nous avons tous l'habitude de dire, que ce soit vous ou nous à nos clients, profitez de faire vos opérations de transfert des entreprises vers le patrimoine privé parce que c'est la fiscalité la plus basse qu'on ait jamais eue, avec un PFU à 30, voire moins, lorsqu'on est dans le cadre de réduction de capital, par exemple, où on va utiliser la fameuse loi dite des pigeons, les régimes qui sont beaucoup plus favorables avec les 85% d'abattement. Bon. Donc, sur le plan budgétaire, ça donne quoi? Ce monsieur se rémunère 100 000 € par an, madame 4 000, donc on a 104 000 d'entrée en termes de revenus. En revanche, il y avait un très gros emprunt, même si la durée était relativement courte, mais ça représentait beaucoup d'argent, parce qu'entre les trois emprunts, on est à près de 70% d'endettement, on va dire. Bon, ce qui peut paraître évidemment beaucoup pour la majorité d'entre nous, et ce qui est le cas d'ailleurs, puisque ce monsieur trouvait aussi qu'il avait peu de cash différentiel. Une fois payé son impôt, on voit ici que l'impôt sur le revenu est bien sûr un prélèvement à la source et a été déduit du revenu. Ces 100 000 étaient quand même nets, puisque le reste, les 20 000 € au-dessus, étaient de l'impôt. La taxe foncière et d'habitation, 4 000. Pas d'IFI pour le moment, puisque vous avez bien compris que l'ensemble du patrimoine était pour la résidence principale en grande partie encore endetté. Et de l'autre côté, sur le plan professionnel, on n'a pas d'IFI évidemment sur l'outil professionnel. Voilà. Donc budget disponible 26 000. Évidemment, ce que je viens de vous dire, un déséquilibre quand même important entre charges et revenus. Mais bon, c'était un choix de réduire la durée des emprunts pour aller plus vite. Alors voici le sujet dont je vous ai parlé tout à l'heure qui fait réagir beaucoup nos clients. Vous voyez sur ce tableau le décès de monsieur. Alors, on prend systématiquement, toujours, la même façon de calculer les droits de succession. On part du décès de monsieur, parce que, bon, malheureusement, les maisons de retraite qui sont d'actualité en ce moment nous font dire qu'il y a beaucoup de dames dans les maisons de retraite, c'est pas pour rien, c'est que monsieur souvent décède en premier. Et en plus, l'étape de mortalité nous donne 6 ans de différence entre les hommes et les femmes. Bon, donc on part toujours du décès de monsieur. On prend toujours aussi la même hypothèse que madame prend 100% en usufruit, même si je le rappelle, dans ce cas précis, le simple fait d'avoir une donation au dernier vivant réglerait le problème de l'utilisation de cette option, qui ne serait pas à prendre aujourd'hui si on le prend tel que c'est fait. Mais entre-temps, quand monsieur a appris que la donation au dernier vivant était indispensable, bien sûr, il est allé la faire chez le notaire. C'est un document qui doit en gros coûter 200 €, je crois, ou un truc comme ça, 200 ou 300 €, pour que ça règle quand même beaucoup de problèmes, parce qu'il n'avait pas tilté que ça allait faire une telle différence. Donc évidemment, nous lui avons calculé les droits sur un 100% d'usufruit. Alors 100% d'usufruit, ça donne quoi? Alors je vous invite à regarder le tableau qui est sur la droite. Sur la droite, vous avez l'article 669 du Code général des impôts qui nous donne le taux et le pourcentage de l'usufruitier du nu propriétaire selon l'âge à laquelle on va faire nos calculs. Il se trouve que dans le cas présent, la situation de madame qui est usufruitière serait entre 41 et 50 ans, autrement dit, la valeur de l'usufruit est de 60%. Ce qui veut dire, par différence, que les nus propriétaires ont 40%. Je le traduis dans le texte au travers des calculs à présent, et je vous explique que bien sûr, le conjoint n'a pas droit de succession, puisque vous voyez que la part
de l'usufruit qui est de 60% de 4 544 000 qui représente 2,7 millions n'est pas taxé. Seuls les enfants devront payer sur la nue propriété 100 000 euros chacun, j'arrondis, 99 381. Bon. Ça, c'est en supposant que monsieur décède en premier. Vous remarquerez aussi sur le tableau du bas, toujours en partie droite et en bas, le barème en ligne directe. Alors, ce barème en ligne directe, il est intéressant de le regarder. Pourquoi? Parce que, bon, au-delà, bien sûr, des 100 000 euros par enfant et par parent d'exonération totale, où on ne paye pas de droit de succession, on a les tranches à 5 et 10 et 15 que, pour ma part, j'oublie quasi systématiquement parce que, quand vous voyez les faibles tranches, passons directement à 20, et je pense qu'en arrondissant à 20, on aura plus souvent raison. Car jusqu'à 552 000 de patrimoine par part, on est quand même à 20%. Là, il se trouve qu'ils sont à 30%. Et vous remarquerez aussi qu'on peut monter jusqu'à 45%. Donc ça veut dire que au plus on a d'enfants, au plus on a de chance, évidemment, d'avoir des droits de succession réduits. Pourquoi? Parce que les tranches d'impôt sont basses. Mais en revanche, si on a peu d'enfants, exemple un client qui n'aurait qu'un enfant, et qui aurait un patrimoine comme celui-ci, ben, il serait à 45%. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir dans nos analyses, parce que les gens ne s'attendent pas souvent à avoir des montants aussi élevés en termes de droits de succession pour leurs enfants. Donc là, on va dire que, je vais vous dire ça très clairement, pour moi, c'est rien du tout. 300 000 euros sur 5 millions de patrimoine, ça va, c'est raisonnable. Là où ça va vraiment devenir embêtant, c'est ce qui suit, puisqu'on va faire le cas inverse. C'est-à-dire qu'on va faire décéder madame en premier. Et là, évidemment, vous voyez qu'à côté, on n'est plus du tout sur le même taux, puisque monsieur, lui, a 50% de valeur en usufruit et les enfants 50%. Donc, ça monte un peu, mais jusque-là, j'allais dire ça, on s'en fiche un peu. Pourquoi? Parce que madame n'a quasiment pas de patrimoine. Donc, les enfants vont payer 0 au premier décès, pas de souci. Là où ça va coincer, c'est au deuxième décès. Pourquoi? Parce qu'en fait, monsieur va léguer son patrimoine au décès à ses enfants sans passer par le conjoint usufruitier. Comme on sait que le conjoint est exonéré de droits de succession, eh bien là on comprend tout de suite qu'on va payer très cher en ligne directe sans passer par le conjoint. Et ce que je veux vous faire remarquer aussi, évidemment, là on passe à 40%, mais ce que je veux vous faire remarquer, c'est que le barème 669 du Code général des impôts que vous voyez sur votre droite à l'écran, vous fait apparaître l'âge que l'on prend au moment du décès. Mais si l'on est logique et raisonnable, on doit se dire que normalement, celui-ci doit se passer plutôt dans les années de 81 ou 90 ans. Et si tel est le cas, vous voyez que là, pour le coup, la nue propriété augmente de façon considérable et que, y compris au premier décès, les droits seront de toute façon plus élevés. Voilà. Là, on va dire qu'on est sur un maximum sur la valeur de patrimoine à aujourd'hui si monsieur décède en second. Mais si c'est l'inverse, comme on a pris tout à l'heure, là, évidemment, les droits, de toute façon, ne seront que plus élevés. Okay? Donc, c'était important qu'on s'explique là-dessus, parce que les réflexions que nous avons au travers de ce que nous pouvons proposer à nos clients, c'est de résoudre cette problématique-là. Ça veut dire qu'il faut aussi comprendre qu'il faut du cash dans le patrimoine des parents pour qu'ils puissent payer les droits. Mettre en réserve sur l'assurance vie, par exemple, c'est une des solutions probablement, mais également de pouvoir les avoir réduits d'une manière ou d'une autre, parce qu'à cet âge-là, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et si on anticipe, je peux vous garantir, et vous allez le voir au travers de ce dossier, qu'on peut faire des choses tout à fait intéressantes et qui vont réduire de manière drastique les droits de succession. Je me suis peut-être un peu étendu là-dessus, un peu plus que ce qu'il fallait, mais je pensais que c'était nécessaire de bien réexpliquer la situation, parce que je sais que chez les experts comptables, ce n'est pas forcément votre tasse de thé, les droits de succession, comme le droit de la famille. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu sur ces sujets-là, sur lesquels je pense qu'on a des choses à faire. Donc, quelle est la proposition de stratégie que nous allons faire dans ce dossier? Alors bien sûr, il y a plusieurs pans que je vais vous développer sur mes explications. Et on va commencer par la première préoccupation du client, qui était l'équilibre entre les enfants. Bon. Alors, évidemment, c'est un sujet délicat. Pourquoi c'est un sujet délicat? Parce que lorsque vous décidez d'adopter l'enfant de votre conjoint, ce n'est pas une décision anodine, soyons clairs. Bon.
Il y a un certain nombre de conditions que l'on va voir qu'il faudra réunir, ça c'est clair, mais c'est surtout aussi le fait qu'il faut savoir qu'il existe deux types d'adoption. Adoption plénière ou adoption simple. L'adoption plénière, ça veut dire qu'on fait fi du père ou de la mère de l'enfant. Bon. Là, ça n'a rien à voir avec ça, puisque dans ce cas-là, évidemment, Inès ne souhaitait pas, entre guillemets, couper sa position avec son père. Bien au contraire, d'ailleurs, c'était un sujet un peu gênant, on va dire, par rapport à Hervé qui, lui, voulait faire les choses comme il faut. Et c'est là que nous avons pensé à la solution de l'adoption simple, parce que l'adoption simple n'a pas du tout les mêmes contraintes que la plénière. On va le voir après au niveau des conditions, mais ça nous permet de régler ce que lui souhaitait faire en termes d'équilibre entre les enfants. Et donc, en faisant cette adoption, il aura 4 enfants, et lorsque arrivera le moment de la succession, pour lui ou pour son épouse, tout le monde sera au même niveau. Et ça, pour lui, c'était très important. Donc là, pour le coup, je pense que la solution est parfaitement bien... celle que nous avons choisie et notamment faire des choix successoraux pour la suite et la protection de la famille qui va avoir du sens. Ensuite, la donation avant cession aux enfants, là aussi, il y a eu par le passé un certain nombre d'abus, tout le monde les connaît, lorsque certains se réappropriaient le prix suite à des donations. Là, on n'est pas du tout, mais pas du tout dans ce cadre-là. Les donations avant cession ne posent absolument aucun problème fiscal dans la mesure où vous faites une donation en pleine propriété, ce qui est le cas ici, vous allez voir. Donc ça veut dire qu'on peut très bien préparer une transmission qui va avoir lieu quelques mois ou quelques années plus tard. L'idéal quand même est de ne pas être trop loin de la cession. Pourquoi ? Parce qu'on va connaître la valeur de l'entreprise et la valeur des titres vendus. Évidemment, il serait un peu ridicule, j'allais dire, de faire une donation d'un nombre de titres qui serait inférieur au prix de la cession. Il va falloir trouver le bon équilibre. C'est pour ça que je dis que si on n'est pas très éloigné de la date à laquelle nous allons vendre l'entreprise, ça nous donne une idée de ce que l'on va pouvoir faire en termes de nombre de titres donnés. José, pardon, j'ai une question. Si Je t'écoute. monsieur n'a plus de fonction de direction dans la société, les parts qu'il détient dans ces sociétés ne sont plus du patrimoine professionnel, mais privé et taxé à l'IFI, avec un point d'interrogation. Alors, monsieur va céder, on va voir pour la suite, ça va répondre à la question de ce monsieur, c'est qu'en fait, il va vendre la totalité de ses titres, il ne sera pas impliqué dans l'entreprise. L'IFI, ça dépendra de ses choix, c'est-à-dire il sera taxable à l'IFI dans la mesure où la cession de ces titres serait investie à 100% sur de l'immobilier, ce qui n'est pas encore décidé. Voilà. Mais en tout cas, oui, il y aura un impact IFI derrière, dans la mesure où le prix de cession sera réinvesti majoritairement sur de l'immobilier. On va le voir ensuite. Mais là, pour l'instant, j'allais dire, même si il devait conserver des participations, on va répondre de manière plus large et pas forcément liée à ce cas, s'il devait conserver des participations dans l'entreprise, on va dire c'est comme s'il détenait des titres de valeur mobilière quels qu'ils soient, y compris en bourse, et donc il ne serait pas taxé puisque l'IFI, c'est bien sûr uniquement la taxe sur le patrimoine immobilier et les valeurs immobilières. Donc juste je finis par rapport aux donations avant cession, donc là je vous ai expliqué la deuxième partie, et la troisième partie c'est comment on gère les capitaux de la cession et quelles solutions on peut apporter pour à la fois obtenir du revenu complémentaire, ce qui est le besoin du client au moment de la prise de la retraite, mais également comment on peut transmettre à ses enfants avec le moins de droits possible. Bon, un coup quand même, hein. Bon, alors, la suite. La protection d'Inès et son adoption simple. Alors, plusieurs choses. Lorsque on doit passer un acte authentique chez le notaire pour une donation, pour une adoption, pardon, décidément, pour une adoption simple, il faut d'abord rédiger et faire rédiger par un notaire cet acte authentique. Bon, les signataires sont évidemment l'adoptant, donc Hervé, l'adoptée Inès, et on sait qu'on a 2 mois pour se rétracter. Donc il y a des délais évidemment incompressibles sur ce document qui ne prendra valeur que 2 mois plus tard, une fois que cette rétractation sera purgée. Lorsque ces 2 mois sont passés, on prend un avocat qui va amener auprès du tribunal cette adoption,
qui a été rédigé par le notaire. Donc ça veut dire qu'on a besoin des deux professionnels, le notaire et l'avocat, pour que on puisse, bien sûr, être auprès du tribunal judiciaire, être accepté pour que cette donation soit définitive. Bon. Donc le juge, que va vérifier le juge dans ce genre d'affaires? Déjà, si ce n'est pas bidon et si on ne fait pas ça que pour la fiscalité, là, vous vous doutez bien que c'est le sujet. Donc, conforme à l'intérêt de l'enfant, oui. Qui a un véritable lien de filiation et pas d'autre finalité, ce que je vous dis tout à l'heure, mais vous savez, au final, ce que l'on constate ici, on le constate ailleurs, sur d'autres opérations, notamment liées à la fiscalité, puisque vous et moi, les experts comptables et nous avons aujourd'hui, depuis maintenant plus de 2 ans, des textes qui se sont précisés sur l'abus de droit. L'abus de droit est un drapeau qu'on agitait à tout moment, qu'on continue d'ailleurs à agiter à tout moment, mais encore faut-il le démontrer. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est un sujet aussi chez eux, pour être sûr qu'il n'y ait pas uniquement que cet aspect derrière cette adoption. Et évidemment, alors là, ce sont les textes qui disent ça, moi ça me fait rire, mais ils vérifient qu'elle n'ait pas déjà été adoptée. Bon, ça s'adopte une fois. Oui, ça serait un comble qu'elle ait plusieurs parents qui veuillent l'adopter. Voilà. Donc, une fois que tout ceci est fait, ça c'est les conditions et les procédures, eh bien on va dire qu'en gros, alors je peux vous donner un ordre d'idée, moi je suis sur Aix, à Aix ça prend plutôt 6 mois, et à Avignon ça prend 3 mois. Moi, je vous le dis parce qu'on a eu affaire aux 2 tribunaux. Bon, après ça dépend évidemment des affaires, puis je pense que le Covid aussi peut y être pour quelque chose. Donc tout à l'heure je vous parlais des différences qu'il peut y avoir entre une adoption simple et donc quelles sont aujourd'hui civilement les conséquences et fiscalement. Donc couple marié, adoption simple, famille d'origine, on a civilement conservation des droits héréditaires et réservataires, ça veut dire que l'on est considéré comme un enfant, évidemment, qui a ses droits et qui fonctionne du nombre d'enfants, va avoir une réserve héréditaire plus ou moins importante. Je rappelle rapidement les règles, parce que là aussi c'est intéressant de se rappeler de cette règle-là. C'est lorsqu'on a un enfant, il y a 50% de droits réservataires et, par différence, en quotité disponible, 50%. Lorsqu'on a 2 enfants, c'est un tiers. Lorsqu'on en a 3 et plus, c'est un quart. Donc là, on est dans une situation où chaque enfant a droit au quart. Okay. Donc, évidemment, la question qu'on pourrait se poser, c'est de dire, mais si Hervé adopte Inès, il rajoute un enfant, et par conséquent, il désavantage les autres. D'une certaine manière, oui, parce que évidemment, on rajoute une personne qui va devoir partager le gâteau avec les autres, mais de toute façon, leur part réservataire n'est pas touchée. Pourquoi? Parce qu'elle était toujours des 3/4 pour les enfants, et donc ça veut dire qu'on est dans la règle du quart de la quotité disponible, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut avec ce quart, au-delà de 3. Donc dans le cas d'Hervé, Hervé pouvait très bien prendre son quart et aller le donner à une association caritative sans que les enfants puissent dire quoi que ce soit. Voilà ce qu'on peut répondre à ça. Donc lorsqu'on est dans la situation classique sans adoption, donc la partie gauche, le tarif et les abattements en ligne directe, évidemment, tout le monde les connaît, on les a vus tout à l'heure, on a les 100 000 et après on monte de 20 jusqu'à 45% d'imposition en fonction du montant de ce que reçoit l'ayant droit. En famille adoptive, on va dire que vous regardez les 2 tableaux, ce sont les mêmes, eh bien oui. On est dans la même situation, droits héréditaires les mêmes, héritier réservataire pareil, et tarifs et abattements pareil. Donc on est exactement dans la même situation. Donc une fois que nous avons adopté Inès, enfin Hervé surtout a adopté Inès, et que nous l'avons accompagnée dans cette démarche, alors tout ceci, vous l'avez compris, prend un peu de temps, hein, ce sont des dossiers où en gros il y a 2 ans de boulot, hein, c'est-à-dire qu'il y a des étapes à franchir, et celle-ci étant franchie, ça veut dire qu'évidemment, lorsque on regarde son livret de famille, il s'est agrandi d'un enfant, donc ça veut dire qu'il va pouvoir faire, s'il le souhaite, des opérations de donation en intégrant Inès, donc je vous le rappelle, il aura 4 enfants, 2 de son premier lit, 1 du lit commun et 1 adopté. Donc les étapes suivantes, c'est transmettre des titres de la société A à ses enfants en N+2 parce qu'évidemment, là, on a avancé dans le temps et il faut commencer à préparer ça. Et ensuite, la deuxième étape sera la cession
de la société A. José, pardon, une petite incompréhension peut-être. Les enfants auront divisé les 3/4 avec Inès, donc ils auront moins. Oui, parce que, en fait, quand on parle de comment dirais-je, aujourd'hui, ils sont 3 enfants héritiers d'Hervé, on est d'accord, avant l'adoption. Bon, ça veut dire qu'ils partagent le gâteau d'Hervé à 3. En adoptant Inès, ils seront obligés de le partager à 4. Donc forcément, ça réduit légèrement la part des autres. Au point d'ailleurs, et c'est précisé un petit peu plus loin, d'ailleurs je ne me souviens plus si je l'avais noté sur ce dossier de formation, mais en tout cas je vous le dis parce que c'est la réalité, il a voulu aussi rétablir un peu ses équilibres sur l'assurance vie parce qu'il peut le faire. Parce qu'évidemment, il ne veut pas léser ses 3 enfants, même s'il veut avantager Inès. C'est toujours d'une grande complexité, parce qu'à la fois on veut faire plaisir, il est altruiste ce client-là, mais en même temps on sait qu'on désavantage un petit peu les autres enfants parce que le partage se fait sur 4 et non sur 3. Voilà l'histoire. Après, je répète que Hervé pourrait utiliser la quotité disponible, qui est du quart, pour la rajouter aux autres enfants s'il le souhaitait. Ça ne sera pas le cas. Mais il pourra réguler ça avec l'assurance vie et les bénéficiaires de l'assurance vie. Mais c'est une bonne question parce que ça veut dire que le monsieur qui l'a posé ou la dame qui l'a posé suit ce qu'on est en train de dire et c'est bien. Je tairai le nom. Ok. Donc là, on est dans la donation. Donation des titres. Alors évidemment, vous vous doutez qu'à ce stade-là de la donation, on connaît la valeur de la cession de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, je vous le dis en off, le repreneur est une des personnes qui était le DG, enfin, c'est assez classique, quoi, qui travaillait dans l'entreprise. Donc évidemment, tout le monde se met d'accord sur un prix et il y a peu de chances, surtout sur l'activité de monsieur qui est une activité plutôt stable, y compris avec le Covid, ça a continué. Et donc, en fait, là, on se retrouve dans une situation où on a peu de chances que le prix varie. Donc, la valorisation retenue a été de 9 millions d'euros, puisqu'on avait conseillé un petit peu, comme vous l'imaginez, d'enlever un peu de trésor, parce qu'il y en avait un peu trop, et que, évidemment, à un moment, ça alourdissait la valeur de l'entreprise pour le repreneur et qui n'était pas forcément indispensable. Donc, il y avait bien sûr, pour cette opération, une clause d'agrément par les associés. Ça, c'est assez classique aussi, sachant que lorsqu'on est proche de la cession et de l'arrêt d'activité, il est quand même rare que les associés s'opposent à la donation aux enfants d'une faible partie des titres. Mais bon, tout peut arriver, donc il faut quand même s'assurer avant de partir chez le notaire que la clause d'agrément est signée par les autres associés avant de proposer cette donation. Donc là, vous voyez les 4 enfants, y compris Inès, donc Guillaume, Julien, Paul et Inès, qui vont recevoir de leur père une donation de 100 000 euros de titres de la société A, donc bien sûr avant la cession, puisque la cession devra intervenir quelques mois plus tard. L'estimation des frais de notaire est de 1,60, 6 400 euros. Donc sachez que systématiquement sur toutes les donations, vous avez les frais de notaire qui sont quasi identiques, on va dire entre 1,50 et 1,60. TTC, je parle là aussi parce que évidemment on a souvent l'habitude de parler de 1,25, mais c'est hors taxe. Donc nous, on rajoute une petite louche et on met les petits frais annexes, comme ça on est sûr que le client ne sera pas surpris. Pour le coup, la donation des 400 000 coûte 0 en droit de donation, normal, puisqu'on utilise les 100 000 euros par enfant et par parent, puisque là, pour le coup, il n'y en a qu'un qui donne. Et l'estimation des frais de notaire est de 6 400 euros. Voilà. Donc, situation très simple, on donne en pleine propriété ce montant-là, sachant que si on avait voulu pousser un petit peu plus loin, on aurait pu donner de la nue propriété, mais là, pour nous, c'est toujours un dossier, c'est toujours un peu tendu l'histoire des démembrements, parce que, évidemment, si l'on veut conserver un démembrement à la suite de la cession des titres, eh bien, il faut que ce soit noté dans la donation. Donc ça oblige l'usufruitier et les nus propriétaires à conserver le démembrement et à le réemployer en tant que tel. Donc ce sont quand même des contraintes importantes qu'on a voulu éviter en disant à Hervé, il vaut mieux que vous donniez de la pleine propriété à vos enfants, c'est du cash,
À cet âge-là, ils en auront plus besoin que d'avoir une nue propriété de quelque chose qui ne leur appartient pas et qui viendra au moment du décès d'Hervé. Il est jeune, il n'a pas 60 ans, je peux vous dire que c'est très jeune. 60 ans, n'est-ce pas? Voilà, merci de m'appuyer là-dessus. Donc, on lui a conseillé de donner en pleine propriété. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc, voilà ce qui se passe à la cession. Donc, Hervé vend l'intégralité de ses titres pour 3 108 000, les enfants pour 400, c'est-à-dire pour le reste, puisque la société vaut au total 3 508 000, un tiers acquéreur qui est le fameux DG, etc. Bon. Quelle est la taxation que chacun va devoir subir? D'abord, la taxation d'Hervé. Hervé devra payer le PFU. Alors, on avait fait un calcul hier PFU, et c'est le PFU qui l'emportait dans nos calculs, et c'est souvent d'ailleurs le cas. Et il y a aussi un calcul à faire sur la plus-value en report qui tombe sur la partie CD, que nous avons rajouté en haut sur la fiscalité de 875 000. En bas, les enfants, bien évidemment, ne paieront pas de plus-value. Pourquoi? Parce que vous avez reçu 100 000 euros de titres, vous les vendez 100 000, vous n'avez aucune plus-value à payer. En revanche, la plus-value en report devra être payée par les enfants. Alors évidemment, vous doutez qu'on ne va pas leur enlever, enfin ce n'est pas le choix du père. Le choix du père, c'était qu'ils aient 100 000 euros net. Donc ce qu'il va faire, c'est que nous allons rajouter derrière une donation dans le cadre des 31 850 euros, qui est le montant de la donation en cash qu'on peut faire à ses enfants. Et dans ce cadre-là, il distribuera à peu près 10 000 euros chacun pour qu'ils puissent s'acquitter de cet impôt de plus-value, puisque ce sera à eux à le déclarer. Voilà. Donc, le contexte, on cède la boîte sur une valeur de 9, okay, sachant que nous, on avait pris la précaution de sortir les dividendes sur la base d'1,7 million pour réduire la valeur, puisque je vous rappelle qu'elle était à pratiquement 11 millions, et que, en réduisant la valeur, en sortant les dividendes à chacun des associés, y compris bien sûr Hervé, à qui vous imaginez que l'on a conseillé de rembourser son prêt résidence principale pour être mieux en termes de budget, parce qu'il payait quand même plus de 50 000 euros par an, et donc ensuite de se retrouver dans la situation qui nous intéresse aujourd'hui, de dire voilà, il reste net à Hervé 2 233 000 et chaque enfant à 100 000. Bon, voilà, déjà la première partie de ce qu'on a conseillé, l'adoption, la donation et la cession. Je t'écoute. On a une question. Pas de pacte du trade pour optimiser, entre parenthèses, sous réserve que les bénéficiaires de la donation remplissent les conditions. Alors, désolé de répondre à la personne qui a posé cette question que dans ce cadre-là, il n'y a pas du trade possible. Pourquoi? Parce qu'on cède. Donc, on cède totalement, on se désengage. Le pacte du trade, alors c'est intéressant parce que ça fera l'objet de nos 2 prochaines interventions dans lesquelles on parlera beaucoup du pacte du trade parce que c'est un vrai outil de transmission, mais en revanche, dans ce dossier-là, ça ne s'applique pas. Ça ne peut pas s'appliquer. Le du trade ne s'applique que si on conserve l'entreprise avec les règles que je vous rappellerai, avec l'engagement collectif et individuel, 2 ans, 4 ans. Vous verrez ça, on verra ça largement le prochain coup. Et je peux vous dire que normalement, après la 3e intervention, le pacte du trade, vous le connaîtrez sur le bout des doigts, sachant qu'on l'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, moi, le pacte du trade, parce que je trouve que c'est un vrai outil facilitateur de transmission d'entreprise, mais pour le coup, il faut qu'il y ait une transmission ou qu'il y ait une cession ultérieure, mais qui ne soit pas, comme c'est le cas ici, dans la foulée. José, on a un petit désolé, quelqu'un qui n'a pas compris pourquoi la plus-value est en report. Parce qu'il y a eu un apport. Il y a eu un apport de titres à l'époque qui a été conservé en report d'imposition. Et quand on cède, alors c'est vrai que quand on suit un truc comme ça, on ne se rappelle pas toujours des détails qu'il y avait au début, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, au début, il y a la société A qui détient la B. Et en fait, il y a eu cet apport-là qui a été fait au départ, et cet apport contient le report d'imposition. Et évidemment, on doit s'acquitter au moment de la cession de la holding, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas lorsqu'on cède l'entreprise du bas. C'est pour ça que je donnais cette explication tout à l'heure. Parce que si vous cédez l'entreprise du bas et qu'elle appartient à la holding, là, on n'a pas le report d'imposition qui tombe. En revanche, on l'a lorsqu'on cède les titres de la holding, ce qui est dans ce cas-là notre cas. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions sur le sujet? Bon, allez, donc c'est parfait.
on peut... Est-ce que je suis dans le timing? Je regarde? Oui, ça va. Donc, la cession des titres. Alors, je rappelle aussi à cette occasion que, évidemment, quand on donne pas mal d'explications, comme c'est le cas ici, on s'adresse à des clients. Donc, il faut leur donner un maximum d'explications. Et là, on rappelle que, notamment, lorsque on a fait la donation aux enfants, il faut que, lorsqu'il y a un enfant mineur, il soit représenté par une personne, par exemple le grand-père ou la grand-mère dans la famille, pour qu'on puisse passer cette donation. Donc, cette explication qui vous est donnée ici et qui est donnée au client, c'est de dire, voilà, vous cédez l'entreprise après, bien sûr, avoir fait la donation et surtout, après l'inscription des titres sur le compte des enfants. Tout ça prend un peu de temps. C'est pour ça que, là aussi, je rappelle qu'on ne peut pas faire les choses du jour au lendemain. Là, on avait du temps, on était 2 ans avant la cession, c'était parfait, on a le temps de faire l'adoption, on a le temps de faire les donations, mais on a le temps d'inscrire tout ça sur le registre des actions avant la cession. Oui? Non? Non, pardon. Si, non. J'avais une question concernant vas-y. Mais c'était peut-être juste, je ne voulais pas t'interrompre à chaque fois. Vas-y. Concernant la distribution des dividendes, n'aurait-il pas été plus judicieux de le faire bien avant la cession afin d'éviter la CHR et d'optimiser l'IR? Eh oui, moi je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça. Sauf qu'il ne vous a pas échappé qu'en fait, allez, je fais les tiers comme chez Pagnol, on y est là. C'est des gros tiers. C'est-à-dire que là, pour le coup, les 1,7 million ont été effectivement répartis sur 2 exercices. Mais ça, c'est une excellente question. Ça, j'adore. Parce que là, ça veut dire qu'on anticipe un peu tout ça et qu'on est effectivement dans le calcul des répartitions pour ne pas tomber dans les 500 000 et plus pour les 3 et 4% de la contribution exceptionnelle aux revenus provisoires qui date depuis maintenant presque 10 ans, je crois. Oui, comme la CSG qui date depuis plus de... De Rocard, qu'il avait démarré à 0,5, on est à 17,2. C'est magnifique. Quelle belle histoire. Donc, bon, c'est vrai que, alors, pour répondre à cette question, très, très sympa, c'est qu'effectivement, on l'a fait sur 2 exercices, que ça a fait en gros dans les 800 et 900 000 à chaque fois, et que ça a été réparti au tiers chacun. Lui à 38, etc., donc on n'y était pas. Mais ça a été une de nos réflexions. Évidemment, je n'ai pas mis le détail là, mais ça me fait plaisir qu'on me la pose, parce que ça fait partie aussi des optimisations, semblant de rien. Lorsque vous touchez 1 million d'euros, quand on vous enlève 30 000 euros, ça ne fait pas rire, je crois. Donc voilà, donc pour revenir au sujet sur lequel nous étions, donc ça veut dire que lorsqu'on a un tiers, alors on le disait là, pourquoi? Parce qu'il faut bien sûr organiser les choses. Toujours pareil, il faut prévenir que la personne qui devra intervenir, elle va le faire 3 fois, au moment de la donation, au moment de la cession et au moment du réinvestissement des sommes. Donc ça veut dire que, évidemment, celui qui est le tiers administrateur de l'enfant mineur, puisqu'il y en avait un, devra être là à toutes ces étapes. Donc là, pour le coup, c'était le grand-père. Et le grand-père sait qu'il va falloir qu'il y soit à chaque fois. Donc, en gros, voilà ce que nous avons conseillé aux clients, de mettre 1 million en assurance vie et de mettre 1 433 000, c'est-à-dire le reste du fruit de la cession, en déduisant tous les impôts. Puis il y a aussi un success fees au bout de, en 2024, ça doit faire 2 ans, à partir de maintenant, ça fera 2 ans, qui lui sera versé si il accompagne bien le repreneur et que les chiffres sont au rendez-vous. Enfin, ça aussi, vous connaissez dans les sessions, c'est des grands classiques. Donc là, tout de suite, il a 2 433 000 à investir. Donc 1 million en assurance vie, avec, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche en bas, optimisation de la transmission. Moi, j'ai toujours été assez favorable à mettre des clauses bénéficiaires en pleine propriété. Pourquoi? Parce que là, en plus, enfin, on a 4 enfants. Ça veut dire qu'on va avoir 4 fois 152 500 à répartir. Le conjoint survivant, de toute façon, ne paie pas plus de droits en assurance vie qu'il ne l'en paye en succession. Bon. Quand on dit qu'on est dans le 990I du Code général des impôts, ça veut dire qu'on a droit aux abattements et qu'ensuite on paye 20%.
Alors, peu importe les supports, on dit rendement cible 3%, puisque vous savez que l'assurance vie, enfin, si on est prudent, ça ne rapporte pas grand-chose, surtout aujourd'hui, les fonds en euros. On va un peu les éviter, et on va aller sur des choses plutôt tranquilles, des supports gérés, etc., mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. De l'autre côté, on va conseiller de créer une société civile à l'IS pour qu'on puisse lui apporter en compte courant 1 433 000, de manière à pouvoir investir cet argent et pouvoir en tirer un rendement qui n'aura qu'à subir l'IS, puisqu'en prix, il y aura remboursement de compte courant au fil de l'eau. Ça, je vais vous l'expliquer un peu mieux. Et la donation, évidemment, de la nue propriété aux 4 enfants, puisque l'objectif est toujours, dans nos têtes, de la transmission. Donc on est à la fois sur un pan assurance vie ici, sur la gauche, où on va régler pas mal de choses, et vous allez le voir sur le tableau suivant. Et ensuite, de l'autre côté aussi, mais tout va dépendre de la durée. C'est pour ça que tout à l'heure, j'attirais votre attention sur la répartition entre nus propriétaires et usufruitiers dans la durée. Parce qu'au plus on avance dans le temps, et les décisions que nous allons prendre aujourd'hui vont faire qu'on aura des résultats beaucoup plus intéressants dans le futur. Et c'est ce qu'on fera à la fin de cette présentation, puisqu'on va recalculer les droits une fois ces opérations réalisées. José, oui. Aurions-nous pu envisager une donation en nue propriété en faisant porter un quasi-usufruit sur le prix de cession et créance de restitution pour les enfants? Alors voilà, c'est là le problème. Là aussi, j'apprécie cette question. J'apprécie cette question parce que c'est notre désaccord aujourd'hui avec beaucoup d'intervenants dans nos secteurs d'activité, que ce soit les notaires, les avocats, les experts comptables. On peut, nous, être beaucoup plus prudents que les autres. C'est une politique de prudence. C'est de se dire que, pour moi, le risque du quasi-usufruit, c'est la réappropriation du prix à l'usufruitier d'une certaine manière. Puisque telle qu'est posée la question, c'est est-ce que je peux faire un quasi-usufruit? Bien sûr qu'on peut, mais qu'il y a de grandes chances que l'usufruit mange tout et que ça fasse une créance de restitution à la succession. Tout ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Mais c'est un avis qui n'engage que moi et la société dans laquelle je suis associé, avec lesquelles on a beaucoup de prudence sur ces sujets-là. Mais cela dit, ça se fait. On a le droit. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit. Je donne un point de vue. Voilà. En tout cas, question très pertinente. Donc, je vous ai mis ce tableau parce qu'il en dit long sur les écarts que l'on peut trouver entre, d'un côté, le barème des droits de succession à ligne directe et de l'autre côté, le barème de l'assurance vie. Bon. Donc, on voit du côté gauche le barème des droits en ligne directe. On se rappelle tous qu'il y a toujours les fameux 100 000 € d'abattement qui ne sont pas taxés. Je vous ai épargné les 5, 10, 15 parce que vous vous rappelez que ça porte sur une quinzaine de milliers d'euros. 20, 30, 40 et 45, on voit bien qu'au-delà d'1,8 million, on est à 45. Si on compare à l'assurance vie de l'autre côté, alors je répète, bien évidemment, dans la mesure où on a moins de 70 ans, hein, puisque si on a plus de 70 ans, l'argent qui est versé dans l'assurance vie n'est exonéré qu'à hauteur de 30 500 € et seuls les intérêts, en plus, ne sont pas taxés à la succession. Mais on va dire que l'essentiel du capital investi, moins de 30 500, est taxé. Bon, ça étant mis à part, si on reste dans les gens qui ont moins de 70 ans, ce qui est le cas dans notre dossier, là, pour le coup, en faisant le million investi en assurance vie et divisé par les 5 bénéficiaires, ça ne coûte que 38 000 €. Autrement dit, si on était sur le côté successoral, on paierait 114 000 € de plus. Donc on fait une économie de 114 000 € pour la famille en les mettant sur cette assurance vie. Bon. Donc ça déjà, ne serait-ce que par là, c'est intéressant. Si on prend le barème tel qu'il nous est écrit ici, vous avez 152 500 par bénéficiaire multiplié par le nombre de bénéficiaires, autant qu'ils peuvent être. D'accord ? On peut même mettre des associations. Il y a des gens qui mettent des associations caritatives et tout ça, ça marche. Hein. Les 20% au-delà de 152 000 jusqu'à 852 sont à 20%. Et ensuite, au-delà, on est à 31,25. Autrement dit, 700 000 et au-dessus, on est à 31,25. Donc, quand on compare les deux tableaux, les barèmes, un lié à la succession en ligne directe et l'autre lié à l'assurance vie,
on voit très vite qu'il est très avantageux de faire de l'assurance vie jusqu'à un certain niveau. Il ne faut pas non plus être excessif, parce qu'il ne faudrait pas non plus en arriver au point de tout basculer là. On en voit de temps en temps qui ont tellement basculé en assurance vie qu'ils ne profitent même plus des abattements en ligne directe. Ce qui est complètement absurde. Donc il nous est arrivé aussi de faire des coupes sur l'assurance vie pour aller en contrat de capitalisation, par exemple, si on veut toujours rester dans le même secteur, c'est-à-dire dans les placements financiers, pour profiter de l'abattement en ligne directe, ce qui doit vous paraître fou, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'on est allé à l'excès de l'autre côté. Voilà. Mais en tout cas, si on est un peu équilibré, je pense que dans tout ça, on doit arriver à pouvoir faire quelques gains. Donc ça, c'est pour la partie investissement en assurance vie, les avantages successoraux, et là, vous avez une bonne vision de ce qui peut être fait. Et surtout aussi de pouvoir rédiger sa clause bénéficiaire telle qu'on l'entend. Je rappelle qu'il y aura probablement, dans son cas à lui, quelques rééquilibrages qu'il souhaitait faire au moment où ça allait se produire. Ici, vous avez la présentation de la Société Patrimoniale Marius à l'IS. Donc, l'idée, c'est de trouver des placements immobiliers et financiers distributifs, dont le rendement cible est de l'ordre de 5%. Je vais vous dire à peu près ce qu'on peut faire là-dedans. De l'autre côté, on a monsieur qui, bien sûr, détient la société dans sa quasi-intégralité à 99%, puisque c'est son argent. Je vous le rappelle, c'est lui qui va faire l'apport en compte courant de 1 432 000 et mettre 1 000 euros au capital. Évidemment aussi, on lui dit de faire la donation de la nue-propriété de ses parts de société civile patrimoniale. Pourquoi? Parce que ça lui coûte zéro. Pourquoi ça lui coûte zéro? Parce que le capital est à 1000, qu'il a autant de dettes que d'actifs, et donc la valeur de cette société est zéro au bilan. La convention de compte courant d'associé, on y viendra à la fin, ce sont des petites astuces que l'on vous donne parce que pour nous, faire un apport en compte courant sans convention est un peu dangereux, parce qu'il faut toujours pouvoir, dans cette convention, noter les intérêts qu'on doit à celui qui a apporté le compte courant, même s'ils sont très faibles, il faut qu'elle existe en tout cas. Et comme, évidemment, vous le savez tous, en percevant le remboursement progressif du compte courant, on ne paiera pas d'impôt à titre personnel, puisque le seul impôt qu'aura à payer le client, c'est l'IS. Et en tout cas, un IS réduit jusqu'à 38 120 à 15, et le reste, vous connaissez, à 25. Bon. Donc, un client comme celui-ci, qui va nous confier 1,4 million, on va faire une répartition sur des supports quel qu'il soit, valeur mobilière ou immobilier, avec d'ailleurs dans les solutions pas mal de SCPI, il y a beaucoup de SCPI logistiques aujourd'hui qui conviennent parfaitement à ce genre de rendement cible, ou des SCPI liés à tout ce qui est santé, etc. etc. Donc voilà. Et puis il y a aujourd'hui aussi des structures de fonds structurés qui permettent d'obtenir des rendements tels que ceux-là, sans prendre beaucoup de risques. Et on va arriver à un revenu net de 56 300 €. C'est-à-dire que bien sûr, on a déduit l'IS et on a aussi déduit des frais de comptabilité pour l'expert comptable. On pense à tout, quand même. Donc, ce qu'on conseille aussi, c'est de faire le retrait du compte courant. Et là aussi, on passe à nos partenaires. Une fois par an, au moment du bilan, parce qu'au moins, on sait quel sera le retrait, qu'il ne va pas le faire au fur et à mesure de l'année. C'est plus simple. Là, c'est juste pour la compta qu'on fait ça. Ça n'a pas une valeur juridique. C'est juste le conseil qu'on lui donne pour faire les comptes une fois par an et éviter d'avoir à regarder ce qu'il a sorti tout au long de l'année. Voilà. Donc, l'idée, au travers de ce système de revenus complémentaires le moins taxé possible avec la donation de la nue-propriété des titres, c'est de dire qu'au fil du remboursement du compte courant, on voit bien que cette histoire va durer grosso modo 20-25 ans, sur en tout cas ces hypothèses-là, pour le remboursement du compte courant d'1,4 million, on va dire plutôt 25. Donc au bout de 20 ans, oui je pense que c'est plutôt 20 d'ailleurs, au bout de 20 ans, lorsque le compte courant est totalement asséché, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de dette dans l'entreprise, l'actif est donc net, le capital est passé aux enfants, sans qu'il n'ait de droit de succession à payer, puisque la société n'a plus de dette. Donc vous allez me dire, mais que fait le chef d'entreprise au bout de cette vingtaine d'années? Eh bien, il paiera le PFU. Il faut bien ou le PFU ou un autre impôt. On verra ce qui va se passer dans les années à venir. Mais en tout cas, l'affaire continue, puisque je rappelle que monsieur et madame sont usufruitiers successifs
je répète, successifs, c'est-à-dire que monsieur a conservé l'usufruit en donnant la nue propriété à ses enfants et qu'il a désigné son épouse comme usufruitière successive du sien. Ça, c'est important aussi à le faire noter dans l'acte, parce que sinon, ça veut dire que c'est au décès de monsieur que tout s'arrête. Et madame, à ce moment-là, n'aurait plus de revenus. Donc voilà pour l'explication de ce qu'on a conseillé à ce client-là sur cette société patrimoniale. C'est une des solutions que nous employons, on va dire, le plus lorsque des gens cèdent leurs titres et les récupèrent à titre personnel, parce que c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, on a plus l'habitude de gérer les clients en holding patrimonial déjà constitué, avec des apports cessions qui sont prévus quelquefois quelques mois avant la cession ou bien avant. Alors, vous connaissez tous, je suppose, les règles des 150 0 BTR, c'est que quand on a fait un apport à une holding et que l'on cède avant 3 ans, eh bien on a 60% du prix que l'on doit réemployer sur de l'activité économique, ce qui est toujours une contrainte. C'est jamais une chose simple hein, que d'investir dans l'économie réelle, vous le savez tous, pour ne pas faire de mauvaises affaires éventuellement. Mais que si on est dans des holdings créés depuis plus longue date, donc depuis plus de 3 ans, eh bien, du prix de cession de la société d'exploitation, on ne va pas avoir de contrainte de réinvestissement. Donc ça veut dire qu'on fera un peu ce qu'on veut et on pourra faire à l'intérieur des structures à revenus ou à capitalisation ou que sais-je, diverses sociétés d'investissement dans lesquelles on peut mettre ses sous. Petit temps José, alors j'ai un petit décalage par rapport, comme on est en live, forcément par rapport à YouTube. Bien sûr, bien sûr. Une petite confirmation sur l'assurance vie, 152 500 par bénéficiaire. Oui. On est bien d'accord, c'est quel que soit le bénéficiaire. Mon voisin, une association, tu disais complètement. tout à l'heure. Hein. Oui, oui. Sauf son consultant patrimonial, on n'a pas droit. D'accord. Ce qui est dommage. On évitera de te les donner. Oui. Faut-il attendre un peu pour donner la nue propriété ou peut-on la donner tout de suite? Il faut la donner tout de suite. Très bien. Il faut la donner tout de suite parce que c'est là que ça vaut 1000. Oui, avant déjà l'année prochaine, ça vaudra, que la dette soit complètement, ça vaudra 50 000. Tout à fait. Oui. On parlait de remboursement de compte courant. Quelqu'un nous dit attention, il y a quand même un impôt sur les intérêts. Ah oui, c'est vrai. Hein Très bonne remarque. Très bonne remarque. On voit que ce sont les experts comptables qui suivent ça. Hein. Forcément. Oui, oui, très bonne remarque. Alors, juste 2 secondes sur ça, sur le taux. Le taux est de l'ordre de 0,70, 0,80%. Hein. Voilà. Mais c'est très juste. Oui, mais bon. Oui. Y a-t-il un risque d'abus de droit sur ce montage? Comment justifier l'objet principalement patrimonial? C'est le cas, on le dit dans le titre, c'est société patrimoniale, on n'a pas eu de problème d'abus. Alors, nous sommes très prudents, je le rappelle. Donc si on le fait, je vous garantis que c'est la prudence qui l'emporte. Et on est bel et bien dans un objet social qui permet tout investissement possible et inimaginable dans tous les secteurs d'activité, de la finance, de l'immobilier, du private equity, etc., etc. Donc ça veut dire que toute participation est dans l'objet social. Je peux vous dire qu'on en rajoute. Hein, il est épais l'objet social. Hein, voilà. Donc, les bénéfices sont affectés dans les réserves facultatives et quid de ces réserves en cas de prédécès vis-à-vis de l'administration fiscale? Donation déguisée? Absolument pas. Pas de donation déguisée parce que je vous rappelle que le compte courant résiduel est taxé. Ouais. D'accord. La rémunération du compte courant est-elle obligatoire? Oui. Aussi faible soit-elle, hein. Même si, entre vous et moi, là, je suppose que les impôts ne nous écoutent pas, mais si vous mettez 0,3, 0,4, 0,5, ça passe, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Il faut mettre un taux pour dire quelque chose, mais pas plus. Et est-ce que ce compte courant est considéré comme un passif à l'IFI? Non, parce qu'il n'a pas été créé avant le 1er janvier 2018. Très bien. J'ai perdu ma connexion, y aura-t-il un replay? Bien sûr, il y aura un replay, pas de difficulté. Et je le rappelle, vous aurez le support. Voilà, oui. Continuez à poser vos questions, n'hésitez pas. Bon, ben, je vois que voilà, ces questions précises montrent le côté technique des experts comptables qui ne leur échappe pas, et Harry qui leur échappe, et bravo, parce que c'est le but du jeu. Qu'on ne soit pas justement sur des choses un peu limites et tout ça. Il faut vous dire que nous, on fait très attention à tout ça. Donc, quand on fait la synthèse et que l'on doit chiffrer les gains qu'on a fait faire à cette famille, comme vous pouvez le constater, les résultats sont quand même assez colossaux. Alors, évidemment, ça part du principe que les gains que nous avons faits tiennent compte d'une espérance de vie de 25 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a épuisé le compte courant.
Par la force des choses, monsieur et madame ont vieilli, et donc c'est sur ces bases-là que nous avons refait les calculs. Et là, on va en gros de 270 000 à pratiquement 1,2 million d'économies pour la famille. Donc vous vous doutez bien que cette synthèse a un gros impact sur les clients. Alors évidemment, ça part du principe que on donne toute la recette jusqu'au bout de ce qu'il faut faire, et tout ceci sont des hypothèses sur le long terme. On peut considérer qu'il y a peu de chances pour que soit modifiée la taxation, par exemple, du compte courant d'associé. Elle l'est au départ, et une dette remboursée, évidemment, il faut partir du principe aussi qu'il va consommer ses revenus. Parce que si vous me voyez venir, c'est-à-dire que je vous explique en gros, le gars il touche 56 000 € et qu'il les remet sur son livret de caisse d'épargne, c'est un peu dommage quand même. Donc il vaut mieux qu'il les consomme. Mais je crois comprendre qu'au travers de ce qu'il m'a dit, avec sa retraite à 5 000 plus ça devrait leur permettre d'avoir à peu près 100 000 € par an à dépenser. Donc je pense qu'ils les dépenseront. Voilà, donc je prends l'hypothèse qu'ils les dépensent. Voilà, et que ce ne sont pas des fourmis. Donc voilà en gros pour vous illustrer ce qu'on a voulu faire sur ce PowerPoint. Ce que je voudrais faire aussi, c'est rajouter, j'ai le temps là, oui, largement, j'ai le temps de vous ajouter l'annexe justement. Vous parliez tout à l'heure, les questions ont été posées sur les comptes courants. Évidemment, on donne là un exemple de clause de rémunération, un exemple de garantie des versements en compte courant de l'associé, c'est-à-dire qu'on fait acter évidemment l'apport en compte courant. On va avoir un dossier parfait, entre guillemets, au cas où on viendrait nous chercher aux impôts, même si on considère que ce que l'on a proposé là est tout à fait clair et net. Mais vous voyez qu'on a ici la rédaction de ce qu'on conseille. Alors on n'a pas mis le taux évidemment parce que le taux évolue, hein. Il est conseillé actuellement, je vous dis, un peu moins d'1%. Mais comme je vous dis, je ne crois pas qu'on prenne un risque important à mettre 0,5 par exemple ou 0,6. Et qu'on rappelle que les sommes mises à disposition de la société sous forme d'avance en compte courant sont remboursables à tout moment. Et c'est indispensable aussi de le dire. C'est-à-dire que pour autant, le client pourrait avoir besoin d'une forte somme qu'il a investie sous cette forme-là et il demanderait à la société de lui rembourser. Il y a pareil, toute une procédure pour le remboursement avec un préavis de 3 mois, etc., etc. Donc tout ça doit être écrit et rédigé dans cette fameuse convention. Pour le démembrement, alors là évidemment, si je peux insister un peu là-dessus, pour moi c'est un vrai sujet. Alors pourquoi c'est un vrai sujet? Ce n'est pas uniquement un vrai sujet au moment où on rencontre les clients ou on leur conseille de faire ce genre de société. C'est surtout un conseil de fond à vous donner à vous, les experts comptables, lorsque vous avez des statuts un peu anciens, beaucoup même anciens, très anciens, dans lesquels il est très rare de voir dans la rédaction l'article 16, qui est celui dans lequel on donne les consignes en cas de démembrement. Et là, il y a un travail colossal à faire, à mon avis, dans les statuts anciens. Parce que dans tous les cas, un client marié, un jour ou l'autre, se retrouvera dans la situation de démembrement avec ses enfants. On va parler de manière générale d'une famille avec un couple marié. Pourquoi? Parce que l'épouse ou l'époux, dans l'autre sens, va récupérer l'usufruit d'une partie des titres ou la totalité, peu importe, et donc ces enfants seront nus propriétaires et vont rentrer dans la société en tant qu'actionnaire. Le nu propriétaire, je le rappelle, est un actionnaire comme les autres. Donc ça veut dire que le travail qu'on fait là, sur une société que l'on vient de créer et que nous savons que nous allons la démembrer, bien celle-ci doit contenir à minima les règles de que doit faire l'usufruitier et que fait le nu propriétaire et quels sont ses droits. Alors évidemment, les prérogatives maximum pour l'usufruitier, de manière à un peu bloquer le truc pour que, évidemment, monsieur et madame puissent être aux commandes de la société de leur vivant et que personne ne puisse leur contester cette position. Là, c'est un peu à ficeler, évidemment, et c'est pour cela qu'on dit, ben voilà, le résultat distribué, résultat ordinaire à l'usufruitier, le résultat exceptionnel, usufruitier ou nu propriétaire, puisqu'on rappelle que les nus propriétaires peuvent recevoir les réserves d'une société et pas le dividende de l'année, donc c'est possible, mais c'est l'usufruitier qui en décidera. Donc ça, c'est ce qui est noté ici. L'obligation aux dettes, les dettes de la société, et les contributions aux pertes. Tout ceci nous paraît être un minimum
à conseiller, là aussi pareil, mais lorsqu'on crée des statuts, c'est hyper simple. En revanche, lorsqu'ils sont créés depuis longtemps, il faut faire réviser tout ça par les services juridiques avec lesquels vous travaillez ou qui sont dans vos cabinets. Voilà, c'est un conseil que je peux me permettre de vous donner parce que quand on regarde les statuts des sociétés, alors à la fois l'objet est un peu faible, est un peu restreint, on préfère quand même en rajouter un peu plus pour faire un peu plus de choses, plutôt que de le faire un peu au dernier moment, et là pareil. Je pensais qu'un actionnaire simple usufruitier n'avait pas la qualité d'associé. N'est-ce donc pas un problème de donner la nue propriété dès le début de la SCI? Première question. Ne vaut-il mieux pas que Marius garde au moins un quart de la pleine propriété? Alors, pour ce qui est effectivement de la particularité de la société civile patrimoniale, pas immobilière, je rappelle, parce que là on est au sens large, hein. Je dis ça parce que la précision c'est qu'on ne va pas loger que de l'immobilier à l'intérieur, mais c'est un détail. Pour nous, alors, l'appareil, dans la cosmétique, on va dire juridique, madame a une part en pleine propriété et monsieur aussi conservera 1% en gros de la société en pleine propriété pour qu'il conserve sa qualité d'associé. C'est une très juste remarque aussi. Mais évidemment que dans un cadre patrimonial tel qu'on est là, on n'a pas de risque d'exploitation. On n'est pas dans une société classique où vous allez devoir gérer tout un tas de situations complexes. On va dire que là, on est dans du patrimonial. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que le fruit soit récupéré par l'usufruitier, que le propriétaire récupère le capital plus tard, lorsque l'usufruitier sera décédé. Les usufruitiers seront décédés. Donc c'est vrai, on va dire, sur le plan d'une société d'exploitation classique, mais pas sur une société patrimoniale. Quels sont les délais de démembrement? Quels sont les délais de démembrement? Là, il n'y en a pas, c'est la vie des gens. C'est la vie de l'usufruitier. On n'est pas sur. Alors là, s'il y a confusion par rapport à ce que j'ai dit, ce n'est pas un démembrement temporaire d'usufruit. C'est un démembrement lié à une donation de la nue propriété dont la durée est dépendante de l'âge de l'usufruitier. Enfin, c'est quand il décède, en gros, les deux, puisque c'est monsieur, madame dans cet exemple. Il y a d'autres questions? Pas pour le moment. Voilà. Alors moi, il est 10h10. Moi, j'avais prévu de faire une intervention d'en gros 1 heure et quart, parce que je pense que c'est des sujets qu'il faut quand même bien digérer. On était là pour justement répondre au fil de l'eau aux questions pour pas qu'on s'embrouille à la fin, que tout le monde garde les questions pour la fin. C'est pour ça qu'on vous a demandé de nous en poser tout au long de cette présentation. La semaine prochaine, on abordera bien évidemment un peu plus dans le détail le Dutreil qui fait partie du dossier suivant. On aura des cas extrêmement différents, mais toujours liés à la transmission, c'est le fil rouge, à la transmission de l'entreprise et l'idée que l'on se fait de sa préparation et de tous les actes préparatoires qu'on va pouvoir conseiller à nos clients communs pour faciliter les choses à l'avenir, y compris dans la 3e session, où on reviendra d'ailleurs, parce qu'il me semblait important, de revenir sur le Dutreil 2 fois, parce que pour nous, il a une vraie importance. En tout cas, écoutez, pour ce qui me concerne, j'étais ravi de partager ce moment avec vous, les experts comptables, avec Colette Weissman, la présidente de l'Ordre, et toute l'équipe qui a préparé cette intervention. Et bien évidemment, on se retrouve dans 8 jours, ici au même endroit, à la même heure, à 9h. Grosso modo, une intervention d'1 heure et quart, 1 heure et demie maximum. Comme ça, vous pouvez reprendre vos activités d'experts comptables et repartir avec, j'espère, plein d'idées. Bonne journée à tous.